Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau module de Esprit d'entreprendre et stratégie marketing et commerciale. On est dans la stratégie marketing et dans le dernier module, on a terminé de voir tous les outils d'analyse de l'environnement. Nous passons donc maintenant à l'analyse du marché. Alors, on vous a expliqué dans le module sur les concepts fondamentaux du marketing ce qu'était le marché. L'étude du marché, c'est l'étude des personnes qui achètent, c'est l'étude des clients. Alors, étudier vos clients, ça peut concerner l'étude de personnes qui ne sont pas encore vos clients, donc le marché et à qui est-ce que je vais essayer de vendre. Et ça peut aussi concerner l'étude de vos clients acquis, si vous êtes déjà en activité, afin de vérifier que vous avez bien les clients que vous désiriez avoir, que vous touchez peut-être des clients que vous ne vous attendiez pas à avoir, etc. Donc, et puis surtout voir, tiens, quelle typologie de clients me ramène, quelle typologie de bénéfices, de résultats, ou se concentre plutôt sur quelle typologie de produits ou de services dans ce qu'ils achètent. Donc, voilà, l'étude du marché, c'est bien et les gens que vous n'avez pas encore acquis, les prospects, et les gens que vous avez déjà acquis, vos clients. Alors, typiquement, dans l'étude du marché, il y a deux grandes phases, puis on verra après que ça se prolonge dans des actions complémentaires, qui sont la segmentation et le ciblage. La segmentation, c'est se poser la question, est-ce qu'il existe des typologies de clients? Pour ça, on est parti, Salvatore et moi, d'un nuage de mots qu'on a créé pour ce module, dans le but de dire, ben voilà, les grandes typologies de questions qu'on rencontre habituellement, c'est des typologies de clients qui vont être liées à l'âge, le revenu, et à partir de ces deux exemples, vous pouvez en imaginer plein d'autres. L'enjeu de la segmentation, c'est pas encore de cibler. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est lié au ciblage, mais c'est de se poser des questions sur, bon, est-ce qu'il existe des typologies de clients et lesquelles je dois prendre en compte dans la manière de communiquer dans les clients que je vais essayer de cibler. C'est une phase sur laquelle on insiste particulièrement parce que dans les travaux que nous remettent nos étudiants, on dirait qu'il n'existe qu'une seule catégorie de personnes chez eux, peu importe leur business, c'est les gens qui veulent bien nous acheter. Or, en partant de ce constat-là, c'est les personnes de 0 à 99 ans. C'est pas vrai. On a déjà parsemé tous nos cours et tous nos modules de plein d'exemples, certains récurrents. Quand vous allez par exemple dans le Carré, à Liège, ben, vous ne rentrez pas dans le premier bar venu. Et c'est pas par hasard. Donc, le Carré, pour ceux qui ne seraient pas liégeois, c'est un quartier avec plein de bars côte à côte, qui est assez fréquenté le week-end et les vendredis soirs et les jours de fête. Et donc, tous les bars ont des typologies de clientèle finalement un peu différentes. Voilà. Exactement. Et alors certains vont dire, bah oui, on choisit le bar parce que en fonction de la musique. C'est vrai, mais tout le monde ne choisit pas en fonction de la musique. Ça peut être en fonction de la catégorie d'âge qu'on va y retrouver. Ça peut être la catégorie d'âge qu'on va retrouver est elle-même influencée, par exemple, par le prix des boissons qu'on va y servir. Il est sûr que si j'ai 16 ou 18 ans ou 20 ans, j'ai pas le même pouvoir d'achat qu'à 40. Donc, je suis pas prêt à dépenser la même chose. Je suis pas en compagnie avec les mêmes personnes. Je suis pas aux mêmes heures. Je viens pas rechercher nécessairement une ambiance où je dois gueuler. Euh, donc, et quand bien même, est-ce que si je suis un débit de boisson, je dois me trouver dans le carré par rapport à la clientèle que j'ai sélectionnée? Donc, on voit bien que uniquement se dire, bah, moi, peu importe ceux qui ont un peu d'argent et qui ont un tel besoin, bah, ils sont les bienvenus. Bien entendu, vous n'allez pas mettre des clients dehors. Quoique, j'exagère quand je dis dehors, mais vous prenez typiquement des bars du Carré qui ont existé, malheureusement qui n'existent pas. Il y avait parfois à l'entrée ce qu'on appelle des physionomistes qui barraient l'entrée quand on était trop jeune ou quand on n'était pas suffisamment bien habillé. Pourquoi?
Ben, un, parce qu'il savait pertinemment que le pouvoir d'achat n'était peut-être pas bon et qu'il voulait privilégier une certaine clientèle Je qui remets ma elle-même. casquette, je remets ma casquette de consultant en sûreté, juste pour vous informer qu'il est absolument illégal, si le lieu est accessible au public, de vous barrer l'entrée parce que vous n'avez pas les bons habits, vous n'êtes pas accompagné de deux pulpeuses blondes qui feront l'attrait du café, ou parce que vous êtes trop basané pour l'image que le café veut défendre. Tous ces éléments sont absolument illégaux. Et même si le café met une affiche disant qu'il peut se le permettre. En fait, il ne peut pas, sauf si c'est une soirée privée, ce qui n'est pas le cas dans les bars du Carré. Excuse-moi pour cette parenthèse, mais je trouvais que c'était important d'en parler. Et tu as totalement raison, parce que si on veut de manière légale quelque part discriminer, le meilleur moyen de discriminer, c'est le prix. Il suffit que j'affiche des produits dont le prix est beaucoup plus élevé. C'est Disons pour que ça qu'on... le prix va jouer sur plusieurs segments. Il va pouvoir jouer, en fait, puisque le prix, ben, il faut avoir de l'argent pour payer un plus haut prix. Ça veut dire qu'on va automatiquement toucher des segments soit plus riches, soit plus vieux. Puisque quand on devient plus vieux, on gagne de l'argent et donc on est finalement, par conséquent, plus riche qu'un étudiant. Donc, le facteur prix va influencer les segments sur lesquels on travaille. Un exemple encore plus basique de la segmentation, c'est un jour aller faire vos courses et vous allez dans un supermarché et vous allez dans le rayon eau minérale. Et vous observez qui achète quelles eaux. Et vous serez surpris parce que finalement, vous avez grosso modo de l'eau pétillante, de l'eau minérale. Et malgré tout, n'importe quel client n'achète pas n'importe quel type d'eau. Si vous êtes un garçon comme Sylvain et moi, on va dire, euh, il est rare que vous allez avoir dans votre sac votre petite bouteille de Contrex parce que vous n'en êtes pas la cible. C'est peut-être aussi rare que vous vous baladiez avec votre bouteille d'eau départ ou votre Vitel, quoique Vitel est un petit peu plus large en termes de segmentation. Tout ça pour dire que n'importe quel prix, n'importe quel produit, un produit aussi basique que de l'eau, jusqu'à un produit complexe comme une voiture, vous n'allez pas avoir les mêmes cibles. Et donc, dans votre business, n'oubliez pas que vous n'aurez pas n'importe quel type de clientèle. Vous allez avoir des comportements, des strates, des espèces de silos, des boîtes dans lesquelles on va peut-être les rencontrer dans votre magasin, mais vous aurez différents types de profils. D'accord? Et donc, il est important de faire un travail sur ces profils. Je vais vous parler par exemple de mon cas. Donc, je reprends ma casquette de comptable en fiduciaire. On a des catégories de clients. Alors, en fiduciaire, catégorie de clients, c'est d'abord savoir si ce sont des IPP, des personnes physiques ou des sociétés. Je vous en renvoie au module entreprendre en travailleur indépendant ou en société. Exactement. Et dans les sociétés, on va avoir des catégories de clients en fonction de la taille de ces clients-là. On va avoir grosso modo des petits clients, des moyens clients et puis des gros clients. Pourquoi c'est important? Parce que, un, il faut pouvoir analyser sa propre capacité, notre propre capacité à répondre à chacune de ces cibles. Si je veux faire la comptabilité d'un gros client, c'est-à-dire une chaîne de magasins, une petite usine, ce sont des gros clients à l'échelle d'un cabinet comptable indépendant, il faut pouvoir avoir les ressources pour le traiter, le temps. Il faut pouvoir avoir des capacités aussi en termes de compétences intellectuelles pour traiter des problématiques. C'est sûr que si j'ai un plus gros client, je vais avoir des problèmes de TVA intracommunautaire, d'import-export, de fiscalité internationale. Si je ne suis pas un peu fort dans ces domaines-là, ben, je ne vais pas savoir les traiter. Euh, et à l'intérieur de chacun de ces segments, on les redivise en grands secteurs. Pourquoi? Ben, par exemple, moi je sais que dans notre cabinet, on n'a pas l'expertise pour traiter des forfaits agricoles, parce qu'on n'en a jamais fait. On ne sait pas traiter des grands agriculteurs, parce qu'on n'a pas l'expertise là-dedans. Et donc, il y a toute une série de secteurs. Certains, par exemple,
ne font pas l'automobile. D'autres excluent des secteurs qu'ils jugent peu rentables, par exemple le secteur de l'horeca. Et donc, vous voyez, c'est une typologie de segmentation. Et dans cette segmentation, et on le verra plus tard, on va pouvoir se dire, OK, nous, par rapport à ce qu'on offre, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut aller cibler, c'est le module suivant, où est-ce qu'on va pouvoir aller choisir et où est-ce qu'on est fort. Et donc, et je peux vous citer des dizaines d'exemples, souvent dans le domaine du bâtiment, par exemple, on me dit, ah oui, mais moi, c'est n'importe quel type de client. C'est faux. Vous n'allez pas tous faire des marchés publics. Vous n'allez pas tous faire des nouveaux bâtiments. Vous n'allez pas tous travailler en sous-traitance. Vous n'allez pas tous travailler pour des promotions immobilières. Parce que, OK, je suis électricien, je suis même un très bon électricien. Demain, est-ce que j'ai la capacité de prendre une promotion immobilière de 12 lots? Bah, peut-être que non. En fait, même certainement non, en fait. Est-ce que tout le monde a la capacité? Je suis chauffagiste. Est-ce que je peux travailler dans une copropriété avec une chaufferie? Ben non, parce que j'ai peut-être pas les compétences techniques pour travailler dans une chaufferie industrielle. Donc, vous voyez que peu importe votre secteur, vous n'avez pas la capacité de choisir n'importe quel type de client ou de servir n'importe quel type de client. C'est le but de ce nuage de points, vous retrouvez des mots comme la culture des clients, le sexe, homme, femme, les influences politiques parfois, les habitudes, les influenceurs qui sont tendance dans un secteur, parce que parfois ça vaut la peine de placer son produit chez des influenceurs. Euh, Alors, L'argent. Voilà, quelques thèmes euh, qui vont juste vous orienter sur est-ce que c'est important ou pas dans la catégorisation de vos clients. moi, j'ai deux commentaires que j'ai vraiment envie de vous partager. Le premier, c'est attention quand vous êtes en train de faire votre segmentation et de vous dire, tiens, quelle catégorie de clients, quelle typologie de clients va devoir être pris en considération par rapport à mes consommateurs. Ne vous posez pas la question avec la vision du vendeur, avec votre vision vendeur. Je m'explique. Vous faites des manucures. Vous pourriez vous dire, et je l'entends dans mes étudiants, oui, mais il y a des hommes qui font des manucures. Donc le sexe n'est pas vraiment important comme segmentation, puisque des hommes et des femmes font des manicures. En gros, à partir du moment où vous vous dites, oui, mais ça pourrait intéresser truc, c'est que vous êtes en train de prendre une position de vendeur. Or, quand on est en réflexion comme on l'est aujourd'hui pour essayer de vendre dans un marché concurrentiel, vous devez toujours vous mettre à la place de l'acheteur et pas du vendeur. Et donc, c'est pas vous dire, oui, mais si, ça pourrait intéresser les hommes autant que les femmes, donc je m'en fous dans ma communication de faire une communication homme ou une communication femme, puisque ça peut intéresser les deux. Non, si ça intéresse des hommes, c'est pas pour les mêmes raisons que ça va intéresser des femmes, ou en tout cas, pas avec le même processus d'achat, ou pas avec les mêmes valeurs, ou pas dans les mêmes conditions, ou pas au même prix. Donc, même si et des hommes et des femmes peuvent acheter votre produit, c'est clairement pas de la même façon que vous allez le vendre. Si on regarde les voitures, alors moi je suis loin d'être un passionné de bagnole, hein, vraiment loin. Et donc moi je vais regarder avec ma culture, avec mon utilité, je vais regarder, tiens, quel confort ça m'apporte. Moi, j'amène beaucoup d'importance à la sono. Tiens, j'ai quel sono. J'amène de l'importance à la technologie. J'amène de l'importance, pas à la vitesse, mais à la fiabilité, à la puissance et à la réactivité d'un véhicule. Voilà, moi, c'est ça qui va être important chez moi. Mais mon épouse va être très, très attentive au look. Avant de se poser des questions de est-ce que c'est pratique, avant de se poser des questions de tiens, c'est quelle essence, et alors quelle essence, enfin quel carburant va me coûter plus cher, avant de se poser ces questions-là, elle est d'abord attentive au look. Donc oui, une voiture, vous le vendez à des hommes et à des femmes, mais vous ne le vendez pas de la même façon. Donc, bien réfléchir que votre segmentation, elle peut se faire, elle doit être prise en compte dans votre manière de vendre, de communiquer de manière différente. Et d'ailleurs, si à un moment vous êtes Apple et vous vous dites, ben,
ma nouvelle smartwatch ou je ne sais pas, voilà les typologies de cibles qui sont importantes, et c'est le deuxième commentaire sur lequel je voulais venir. On a parlé du cycle de vie d'un produit. En fait, les segmentations importantes vont être, et par la suite les cibles, vont être différentes en fonction du moment sur le cycle de vie de votre produit. Et je vous donne un exemple criant, c'est l'orientation sexuelle des personnes. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Apple, avec une smartwatch, avec un téléphone portable? Et bien, les études montrent que les hommes gays ont tendance à être des primo-acheteurs de nouvelles technologies. Parce que culturellement, dans la culture gay, et à nouveau, j'en parle sans jugement de valeur, je parle juste de chiffres, dans une certaine culture gay, on aime avoir des nouvelles technologies et d'être des premiers acheteurs et pouvoir se positionner en influenceur par rapport à l'adoption des nouvelles technologies. Et bien du coup, vous avez les sociétés de technologie, de communication, etc., qui vont, dans leur communication, cibler en priorité en phase de lancement une catégorie qui est homme homosexuel, parce qu'ils savent que ça va être des early adopters, comme on dit. Donc, alors que après, quand on est en phase de croissance, de maturité, on s'en fout, parce qu'on n'a plus besoin de toucher une catégorie spécifique d'early adopters, on est sur les catégories plus générales. Donc c'est pour vous dire aussi que les éléments de segmentation vont peut-être évoluer en fonction de où on en est sur le cycle de vie de votre produit. Peut-être une dernière remarque, c'est de vous dire qu'on vous a parlé d'analyse de l'environnement. Bien entendu que votre veille, le fait de rester au courant de l'évolution sociale, sociétale des modes est super importante parce que quelque chose qui était vrai en termes de segmentation il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans est peut-être plus du tout vrai aujourd'hui. J'ai déjà parlé des nouvelles technologies. Prenons un autre exemple, les tatouages. Les tatouages, c'était au début juste destiné à des gangs, à l'armée ou à des tribus. Puis c'est venu de plus en plus vers des cultures. Et donc on arrivait dans la culture et le rock, mais on restait dans une segmentation au niveau de l'âge. En fait, on ne devait pas trop se poser de questions parce qu'il n'y avait que des jeunes qui le faisaient. Donc on savait bien qu'on n'allait pas viser des vieux et on allait viser de la culture, on allait viser... Et puis maintenant, bah, vous avez plein de gens qui commencent à le faire avec voilà, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, que c'est, hop, il y a des tatouages qui apparaissent à n'importe quel moment chez des personnes qui sont CEO d'une boîte, DRH de quelque chose, aussi bien que coiffeur, tatoueur, banquier. Donc, voilà, pour dire que il faut bien se tenir au courant de votre secteur d'activité parce que les segmentations sont plus... Il ne faut pas se baser sur des on-dit, sur des on a toujours fait comme ça. Ça vos secteurs et le marché évoluent fortement, tant sur la technicité, la technologie, que sur ce qu'on accepte aujourd'hui et qu'on n'acceptait peut-être pas avant. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la segmentation. La crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui fait apparaître, ou en tout cas développe des segments qui étaient sous-représentés. Je vous donne un exemple. En cette période de confinement et de crise sanitaire, beaucoup de couples ont ressorti des machines à coudre, ont commencé à se redécouvrir des passions pour la couture. Mais qui dit couture dit regain d'attrait pour les merceries, pour les vendeurs de tissus, parce qu'il ne faut pas croire, quelqu'un c'est peut-être pris de passion pour la couture et se dit j'ai fait un masque et puis j'ai fait un foulard et puis j'ai fait un coussin et puis je continue. Idem par exemple pour le domaine de la cuisine. Beaucoup de personnes ont commencé et c'est pas un secret. Vous allez aujourd'hui dans un supermarché, le rayon à farine il est désert.
Ça veut dire que les gens ont acheté ces farines-là, ils en ont fait quelque chose. Et donc, on voit poindre de plus en plus des gens qui font des pizzas, qui font des pains, qui font de la pâtisserie. Ce qui veut dire aussi plus d'attrait pour tout ce qui tourne autour de ces secteurs-là. Et donc, ce que Sylvain dit, c'est attention, ce qui est vrai il y a un an n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Peut-être qu'un segment est sous-représenté à un moment donné et va être beaucoup plus représenté à un autre, ce qui veut dire que votre société, votre business doit aussi avoir une capacité d'adaptation dans ce domaine-là. Voilà. Alors, on a parlé de segmentation. Donc, la segmentation, c'était bien le fait de dire est-ce qu'il existe des typologies de clients et lesquels vont pouvoir avoir de l'importance pour moi ou pas. Et parfois, c'est surprenant, hein, si je reviens sur segmentation, c'est de se dire je fais du massage, est-ce que l'orientation religieuse a de l'importance sur le massage? Peut-être que oui, parce que si je suis un homme masseur et que je me retrouve avec une cliente, je ne sais pas, d'orientation musulmane par exemple, peut-être que dans ses convictions, elle ne peut pas se faire masser par un homme. Et donc, alors qu'on est dans le bien-être, alors qu'on est dans le massage et qu'on n'est pas du tout dans une thématique qui est spirituelle, en tout cas pas au premier abord, on se retrouve à devoir prendre en compte un segment pardon, qui est l'orientation religieuse d'une personne. Donc voilà, parfois les segments sont surprenants à prendre en compte et il faut vraiment se poser des questions jusqu'au bout. Et une fois que vous avez défini les segments d'intérêt, eh ben vous construisez le persona, c'est-à-dire les personnes types que vous voudriez toucher, avoir dans votre magasin. Quelles sont les catégories de clients que vous voulez choisir? Alors, c'est très important parce que c'est rageant au fur et à mesure des années d'avoir des étudiants qui disent ben, « moi, je vends à ceux qui achètent ». Oui, mais à qui tu veux vendre? Ben, à tout le monde, je m'en fous, je veux vendre. Non, mais ta cible, c'est qui? Dans l'idéal, tu veux vendre à qui? Mais moi, je ne vais pas m'empêcher de faire une vente quand même. Bon, remettons les choses au clair. Avoir une cible, c'est choisir votre objectif de la personne avec qui vous voudriez avoir une relation commerciale idéalement. Et cet idéal peut être lié à vos envies, vos valeurs, à la rentabilité que ces personnes vont avoir, au matching entre les services que vous êtes en capacité d'offrir ou vous désirez offrir et les personnes que vous avez. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous refusez de vendre à une personne qui n'est pas dans votre cible? Non, pas forcément. Bien entendu que si je suis une bijouterie qui vend des montres de haute horlogerie, je ne vais pas orienter ma communication vers le club de hockey du coin. Parce que ce n'est pas ma cible, le hockeyeur amateur du coin. Est-ce que si le mec qui vient avec une crosse et son short et son truc dans mon magasin arrive dans mon magasin, est-ce que je dois lui dire « Monsieur, vous sortez d'ici tout de suite » ? Pas forcément, parce que peut-être que le monsieur, il revient du sport, qu'il a une passion, ou la madame qui revient du sport, il a une passion, et qu'en fait, ils ont aussi un portefeuille plein et qu'ils sont prêts à acheter une, deux, trois montres. On n'en sait rien. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez absolument accepter de vendre à tout le monde. Et je pense qu'on va y revenir dans les exemples juste après. Mais donc, vraiment, je voulais ancrer ça. Avoir une cible, c'est choisir vers quoi j'oriente mes efforts de communication et de vente. Si mes efforts ont des retombées sur des gens qui ne sont pas ma cible et que ces personnes viennent consommer chez moi, à part si ces personnes appartiennent à des groupes à qui je refuse de vendre, évidemment que vous allez leur vendre, mais ça ne veut pas dire que c'est à ces personnes-là que vous communiquez initialement. Voilà, je pense que ça devait être vraiment martelé. Et donc, en termes de ciblage, souvent c'est un travail qui, avec la segmentation,
n'est pas, c'est un peu flou. C'est-à-dire, est-ce qu'on travaille sa segmentation en pensant déjà à ses cibles? Est-ce qu'on envisage tous les segments pour les choisir? C'est un aller-retour. Il n'y a pas vraiment une technique bien précise. Ce qui est fondamental, c'est de vous dire, choisir à ce stade-ci des cibles, c'est choisir, vous allez voir que c'est déjà faire des choix sur ce qu'on va offrir dans le futur. D'accord? Euh, Si je décide d'être une boucherie qui est spécialisée, qui veut offrir des plats ou des viandes un petit peu haut de gamme, ben, il faut que je me donne les moyens de servir ces viandes haut de gamme. Et donc, ça va passer par exemple, des investissements dans des chambres de maturation de viande. Ça veut dire avoir des stocks de viande un petit peu particulières, du Wagyu par exemple, qui vient du Japon, certaines viandes spécifiques qui viennent de Normandie. Bref, c'est avoir tout un tas de produits et donc d'investissements derrière pour plaire à mon cœur de cible. Euh, Quand vous allez à Liège, vous avez des grandes maisons, des traiteurs qui offrent tout un tas de menus toute l'année, plutôt haut de gamme. Effectivement, ce sont des maisons où il faut pouvoir servir euh, certaines quantités. Pourquoi? Bah, parce que si je suis un traiteur haut de gamme et que moi je viens commander pour ma soirée de 12 personnes, bah, il faut que j'ai la capacité de servir pour ces 12 personnes-là. Euh, donc, j'insiste, choisir une cible, c'est aussi se faire l'avocat de est-ce que tout ce qui concernera mon entreprise est en adéquation avec la cible que je choisis. D'accord? Euh, Par exemple, dans le domaine de l'habillage, comme l'a dit Sylvain, il y a des maisons, et d'ailleurs, ça leur a pas plutôt réussi, euh, qui ont voulu se lancer dans les costumes plus haut de gamme et qui ont voulu vendre. Le problème, c'est quand votre petite vendeuse, elle y connaît que dalle en art sartorial, ben, elle ne peut pas servir un client. Elle va pouvoir servir le client m'as-tu vu qui va venir se chercher son costume parce qu'il coûte très cher. Ben, si demain vous voulez vendre un costume Tom Ford, ben, je vous suggère quand même d'avoir quelques notions en couture et en art sartorial, sinon vous allez avoir l'air d'un kéké. Face à un client qui va déjà vous dire ah ben, est-ce que votre costume, est-ce que c'est bien de l'entoiler? Déjà, si vous découvrez le mot entoilé, ça va se passer mal. Si je vous dis que je cherche une chemise avec des poignets mousquetaires, il ne faut pas tomber des nues non plus. Or, il y a beaucoup de magasins qui se donnent des airs, mais qui n'ont rien derrière pour suivre. Donc, attention à tous ces petits détails qui font que vous allez être crédible ou pas aux yeux de la cible que vous avez choisie. Et C'est donc, la question qui s'est posée avec un des clients qu'on a eu pour lequel on a créé une certification en vente horlogère. C'est la fondation de la haute horlogerie dit, OK, nous vendons des montres. Une montre entrée de gamme de haute horlogerie, c'est quoi? 6 000 7 000 euros. Puis ça monte très vite, 15 000 20 000 euros. Là, on est dans la tape moyenne habituelle. Et alors après, on peut se lâcher et on arrive à des 100, 200, 300, qui dit mieux en fonction des complications en fonction des matériaux, etc. Mais donc, quand vous vendez de la haute horlogerie, il faut vous poser la question, qui va rentrer dans mon magasin? Et en gros, vous avez deux catégories de personnes. Parfois une troisième catégorie de personnes qui rassemble les deux premières. Vous avez les riches, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent la haute horlogerie pour faire du cadeau de prestige, pour faire de l'investissement financier, pour asseoir une certaine image de réussite, etc. Ces personnes-là, il faut évidemment que tout suive derrière l'accueil, le packaging, euh, les bons mots, etc. Et puis vous avez une autre catégorie de personnes, c'est les geeks. C'est les gens qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent,
Mais par contre, ils sont passionnés de haute horlogerie. Et on peut le comprendre, c'est un domaine passionnant, parce que c'est un domaine qui est à la fois qui va toucher à la micromécanique, qui va toucher à la philosophie, puisque la mesure du temps, c'est un concept philosophique, qui va toucher à l'astronomie, puisqu'on va parler de phases de lune, et on a utilisé le ciel et les étoiles pour mesurer le temps pendant des centaines et des milliers d'années, qui va utiliser l'histoire, les marques, qui a fait quoi, qui va utiliser les matériaux, avec des matériaux précieux, de l'or, des pierres précieuses, des diamants, etc. Donc vous avez tous ces aspects qui sont hyper passionnants indépendamment, en tout cas moi je les trouve hyper passionnants, que vous mettez tous sous un cadran. Évidemment qu'il y a plein de gens qui se passionnent pour ça. Et donc vous avez ces geeks qui mangent et respirent haute horlogerie, matin, midi, soir. Dès qu'ils ont une pause au boulot, boum, ils se connectent sur les forums. Ils vont voir si la nouvelle Rolex truc, si la nouvelle Blancpain truc. Ils vivent ça. Ces gens-là, qui n'ont pas forcément un revenu dingue, à partir du moment où ils vivent la haute horlogerie, évidemment que quand ils vont commander une montre et aller chercher une montre, ils connaîtront tout. Et ils auront peut-être encore des questions ou des réflexions, ils veulent avoir un échange intéressant avec le vendeur. Si le vendeur n'en touche pas une, mais ça ne va pas aller. Parce que la personne, elle a économisé pendant longtemps et elle vient dépenser le fruit de travail et d'économie dans un truc qui est hyper important pour elle. Évidemment que votre vendeur, il doit être balèze derrière. Donc, c'est hyper important de travailler ça. Et moi, pour la petite anecdote, je suis allé chercher, pour mon cadeau de fiançailles, mon épouse m'a offert une montre, pas de la haute horlogerie, mais qui est quand même de la bonne horlogerie, qui est une Meister Singer. Et les Meister Singer ont comme particularité d'être des montres mono-aiguilles, c'est-à-dire qu'il y a un cadran qui est divisé en plus petits moments et que vous avez une seule aiguille qui indique l'heure et les minutes d'un coup. Est-ce que le vendeur, au moment où l'achat est payé et où on s'apprête à sortir, ne nous sort pas une bonne vieille blague en disant « Et la prochaine fois, je vous mets la deuxième aiguille ?» Mais non, mais non, on est dans un cadeau de fiançailles, on est dans un truc de standing, on ne fait pas une blague de comptoir à des clients qui viennent acheter une montre pour un événement qui implique un certain symbolisme et une montre qui avait par ailleurs été réfléchie dans l'achat. Donc voilà, il faut être adapté jusque dans les mots qui sortent de votre bouche. J'ai parlé des compétences, j'ai parlé de l'accueil. Le café, bah, c'est pas une Senseo. Tout va être important par rapport à votre cible. Et toute la manière, et pour revenir aux 4 piliers, je vous ai dit, revenez à la vidéo des 4 piliers, on a un pilier production, un pilier RH, un pilier finance et administratif, et un pilier marketing et vente. Et je vous ai dit, chaque décision que vous prenez pour n'importe lequel des piliers va avoir de l'impact sur tous les autres piliers. Donc, bien entendu que la décision marketing qui est de cibler une certaine cible spécifique va avoir de l'impact sur tous les piliers. Je cible les geeks et les personnes ayant des hauts revenus pour des montres de haute horlogerie. Dans ma production, j'ai des montres de haute horlogerie, j'ai un standing de café, j'ai un standing de fauteuil, mon magasin est organisé d'une certaine manière, un éclairage, des couleurs qui font haut de gamme, etc. En termes de finances administratives, le pricing va être particulièrement adapté, évidemment, à ce genre de produit. L'administration doit être super bien menée. Vous achetez une montre de haute horlogerie ou une montre de qualité, vous devez avoir un certificat de conformité, vous devez avoir une garantie, vous devez avoir des papiers qui montrent qu'elle a de la valeur. Et au niveau RH, je viens d'en parler, il y a des compétences à la fois techniques et d'accueil. Donc, c'est pour vous dire, la décision marketing du ciblage va avoir un impact absolument central sur l'ensemble de vos activités. Et c'est pour ça qu'on vous a dit la vente précède la production. Parce que le ciblage, c'est un acte
qui est la base de la vente. Et parfois, ça nous dépasse parce que tu parles de la fondation de la haute horlogerie. Ben, ça a été un de nos gros clients dans Itinera. On ne s'attendait pas à tous les impacts que le choix de ce client-là allait avoir sur nous. Sylvain ne l'a pas mentionné, mais évidemment, quand vous travaillez vous-même, vous êtes consultant pour ce secteur du luxe, ben vous n'y arrivez pas en short, vous n'y arrivez même pas en basket, vous n'y arrivez pas en jeans. Vous êtes en fait en costume, et si possible, dans votre costume, ben vous avez des boutons de manchette et vous avez une cravate. Alors parfois, vous avez des frivolités, vous ne mettez pas la cravate, mais les gens que vous allez côtoyer sont tirés à quatre épingles tous les jours. Et donc, si pour vous, vous ne savez pas porter le costume, ça ne vous dit rien ou ce n'est pas dans vos habitudes, ça va être très compliqué de travailler avec ce monde-là. Si vous n'avez pas un certain goût du luxe, ben, ça va être difficile aussi. Parce que si vous avez un rejet pour les choses superficielles, ah ben là, vous allez en manger. Et donc, choisir un client, voilà, ça peut avoir des impacts jusque dans ces domaines-là. Ça a aussi un impact que ce client-là, ben, il se trouvait à Genève. Ça veut dire ben, que quand il vous dit, tiens, la semaine prochaine, on a une réunion importante, venez, il ne vous demande pas votre avis, il ne vous demande pas où vous êtes, il vous dit, ben, vous prenez un billet d'avion et vous venez. Et donc, si on n'aime pas voyager, si on n'aime pas voyager beaucoup, si on n'aime pas être décrochable à tout moment, il ne faut pas travailler pour ces gens-là. Parce que sinon, ça va mal se passer. Donc, attention, avoir des cibles, c'est extrêmement important et ça va avoir des impacts sur tous les aspects de votre entreprise. Et de ce que tu dis sur votre vie privée aussi, on a bien dit qu'il y avait deux aspects dans la stratégie générale, c'était le projet professionnel et le projet personnel. Et ce que tu viens de dire, c'est un client tel que la Fondation de la Haute Horlogerie a un impact évidemment clé sur mon projet de vie personnel aussi. Je pense qu'il y a eu des mois où tu passais plus de 25% de ton temps à Genève. Donc, c'est vraiment important. On a dit qu'on devait choisir ses cibles. On a dit que vous pouviez aussi servir des gens qui n'étaient pas dans votre cible. Mais on peut vous donner des exemples d'entreprises qui ont essayé de ne plus servir des gens. Donc, par exemple, l'entreprise Burberry. L'entreprise Burberry qui essaye d'avoir un positionnement haut de gamme et donc de cibler plutôt la bourgeoisie, s'est retrouvée avec pas mal de rappeurs et pas mal de gens un peu plus street qui ont commencé à porter une petite casquette Burberry ou la fameuse sacoche Burberry. Puisque ça a commencé à avoir cet attrait-là dans la rue, directement, les productions de faux se sont mis en œuvre et vous pouviez acheter, dès que vous alliez au Club Med au Maroc ou que sais-je, vous reveniez avec 12 fausses sacoches Burberry, etc. Ça avait un impact très très important sur leur image. Et comment faire pour essayer de lutter contre ça et pour dire à ma cible, non, non, rassurez-vous, on n'est pas devenu la marque du kéké du coin, on est toujours une marque de prestige et une marque haut de gamme. Eh bien, ils en ont été réduits à se dire le seul moyen en fait pour éviter ça et le seul moyen pour convaincre nos clients que c'est pas avec cette cible-là qu'on travaille, c'est purement et simplement d'arrêter de produire ces produits-là. Et donc Burberry a eu une décision stratégique qui est quand même déroutante, mais cohérente avec leurs objectifs. Ils ont dit, on préfère arrêter de vendre des choses qui marchent et donc arrêter de faire du bénéfice sur toute cette gamme de produits-là pour conserver notre cible, notre cœur de cible, et continuer à travailler avec eux, et continuer à faire du bénéfice avec eux. Parce que si on continue à faire du bénéfice avec la cible qu'on n'a pas choisie, en fait, on va détruire tout le bénéfice qu'on essaie de faire avec la cible qu'on a choisie. Et donc, ils préfèrent arrêter la production de ce qui est acheté par leur cible non choisie pour conserver leur cible choisie. Et certaines marques, je prends par exemple le cas de Ralph Lauren, tant qu'on est dans le textile,
ont commencé à communiquer avec une marque monobloc, Ralph Lauren, et puis ils se sont dit, aïe, on subit un peu le même phénomène que Burberry, parce qu'on retrouvait certains polos Ralph Lauren dans la grande distribution, par exemple, et alors ils ont dupliqué leur marque, ils ont dédoublé chacune des marques, et donc on a Ralph Lauren au Polo by Ralph Lauren, on a Ralph Lauren classique, on a plusieurs gammes, en fait, Ralph Lauren, qui permet d'avoir des communications, des gammes complètement différentes et des magasins à des endroits différents. Et ça permet à la marque de repositionner certains de ses produits sur certaines cibles. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, vous avez Fiat. Eh bien, Fiat s'est dit, on va dédoubler. On va avoir Abarth. Eh bien, ils ont une communication sur les Abarth. Ils ont créé la 500. Ben, ils ne l'appellent pas Fiat, ils l'appellent 500 parce que ça marche beaucoup mieux et ça départit un petit peu l'image de Fiat. Donc voilà, Fiat a eu aussi parce qu'ils n'arrivaient pas trop à se départir de cette image belle italienne mais peu fiable. Et donc, ils ont racheté d'autres marques. Euh, donc, tout ça pour vous dire, alors vous n'êtes pas un concessionnaire, vous n'êtes pas un producteur de véhicules, mais tout ce qui s'applique aux grands groupes, soyez persuadés que ça s'applique aussi aux petits commerçants. C'est-à-dire que si vous ne faites pas gaffe à tous les petits détails, à vos clients, à qui vient, d'où sont-ils, quel comportement ont-ils, vous allez passer à côté d'éléments, d'informations, de données qui vont vous permettre de mieux communiquer. On pourrait avoir l'impression en nous écoutant qu'on dit « c'est facile, choisissez vos cibles et travaillez avec ces gens-là ». Évidemment, et c'est ce qu'on vous met ici en bas de l'écran, une des stratégies, c'est je commence par le ciblage et je me dis, pour atteindre cette cible, voilà comment ça doit se décliner sur mes 4 piliers. Quelles sont les contraintes que j'ai pour décliner ça? Les 4 piliers et ma vie personnelle, on l'a dit tout à l'heure. Mais vous n'avez pas toujours le choix de vos contraintes. Ainsi, il y a une autre stratégie qui est une stratégie très rationnelle, c'est de dire, bon, quelles sont mes contraintes? J'ai X capital initial, maximum. Je peux me déplacer de X kilomètres autour de moi. Je peux avoir tel type de stock, j'ai tel type de compétences. Vous avez une situation qui vous est propre. Cette situation, elle est contraignante. Et vous pouvez aussi partir de ça et dire, bah ok, moi, je suis cantonné à travailler dans cette ville-là, où j'ai une tellement belle opportunité parce que mon oncle avait un commerce et il me permet d'utiliser son fonds de son ancien bâtiment et le lieu où il travaillait à rue avec une super vitrine. Je ne vais pas cracher sur l'opportunité et vous auriez peut-être bien raison. N'empêche que vous êtes dans une ville spécifique, dans des quartiers spécifiques, avec une population spécifique. Ça va avoir un impact sur votre ciblage. Et si vous faites un business qui est absolument pas compatible avec la population autour de vous, vous allez rater votre business parce que votre cible ne viendra pas. Peut-être qu'elle aura peur de venir. Alors oui, qu'est-ce qui peut faire venir une cible très loin? C'est l'exclusivité, la rareté de ce que vous offrez. Et donc, il y a des gens, pour revenir sur un exemple que j'ai donné plus tôt, il y a des gens qui vont traverser la moitié du globe pour aller se faire un tatouage chez ce tatoueur très spécifique dans telle ville. Voilà. Il y a des gens qui vont traverser toute l'Europe pour aller manger à ce restaurant avec ce chef qui est paumé au milieu de la Norvège. Et très clairement, on ne va pas profiter de l'expérience d'une ville ou quoi. C'est paumé. Mais ils vont traverser l'Europe pour vivre cette expérience-là. Donc, si votre offre est extrêmement rare, extrêmement spécifique, et pour revenir à un mot qui est écrit ici, de niche, avec une valeur ajoutée extrêmement forte, peut-être que les gens vont venir. Mais globalement, si vous arrivez sur un marché concurrentiel avec un produit que vous différenciez, parce qu'il faudra toujours bien le différencier par rapport à vos autres concurrents, mais qui reste dans les gammes habituelles de ce qui est offert,
bien entendu que va falloir faire avec ce qu'il y a autour de vous. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera de quelques ressources complémentaires pour aller plus loin avec les outils d'analyse du marché. Merci.